Si tu as compris qu'il y a des choses que tu ne comprendras jamais, c'est que tu es dans l'intégration. On appelle donc Tahar et on lui dit, écoute, on revient et on achète le fonds de commerce, un tel, on hésitait entre deux, et on revient. Et on quitte notre travail, on fait tout et on revient en couple. On a vu des gens venir en couple qui étaient plus ou moins en instance de divorce et on dit, allez, on s'expatrie et notre couple va repartir. Ah non, c'est terrible. Enfin, déjà, t'es loin de ta famille, de tes amis. Si ça va pas, c'est compliqué. Enfin, et ces couples-là qu'on a vus, ça n'a pas tenu. Donc les gens sont repartis, ou un est resté, l'autre est reparti, parce que c'est compliqué. On dit, on est français, on sait mieux les choses. Non. Au contraire, on est là pour apprendre des Marocains. On est vraiment là pour apprendre d'eux, et on apprend beaucoup. Ils nous apprennent beaucoup, et moi je remercie vraiment les Marocains de leur accueil. Bienvenue dans cette nouvelle interview. Je suis parti rencontrer Frédéric, qui est naturopathe et iridologue. Elle vit au Maroc avec son mari depuis 2006 et ils se sont d'abord installés à Essaouira où ils ont fondé un restaurant, des activités de tourisme authentique et après ils ont décidé de partir à Inzgane qui est plus ou moins à 10 km d'Agadir. Vous allez voir, c'est un échange riche, intense avec une femme passionnée qui a vraiment réussi à s'intégrer dans le Maroc. On commence par le début, ta première fois au Maroc, c'était quand ? Alors, on est venu au Maroc avec les enfants, c'était en 2001. On est venu pour une semaine, donc on a fait un tour classique, Marrakech, Ouarzazate, le désert, et Essaouira, où on est resté un peu plus longtemps que prévu, parce que les enfants avaient pris une sacrée tourista. Et donc, on est resté un jour de plus et on a visité la ville, donc un petit peu plus longtemps que ce qui était prévu. Il y a eu un coup de cœur pour... Alors, il y a eu un coup de cœur pour la ville parce que on a aimé ce côté calme en Médina, donc pas de pollution sonore, des gens beaucoup plus zen que sur Marrakech. Donc voilà, on a trouvé vraiment les gens plus ouverts, plus tranquilles, plus calmes. Et puis on s'est dit, bon, on est bien au Maroc. Mais après, on a refait un voyage 2 ans après au Sénégal. Et avec des amis, et on a trouvé le Sénégal, mais aussi très agréable, vraiment très agréable, très calme. Et après en 2005, on a refait un voyage au Burkina Faso. Donc là, on n'était vraiment qu'avec les locaux, c'était un voyage dans un cadre d'échange de forestiers. Mon mari étant forestier, donc c'était les forestiers du Burkinabé avec les forestiers français. Quand on est revenu avec mon mari, on s'est dit, waouh, mais il faut qu'on parte en Afrique. Parce qu'on sentait qu'on était attiré par l'Afrique, déjà par le continent. Et puis après, on a réfléchi, puis on s'est dit, voilà, nos métiers nous plaisaient bien jusqu'à présent. Mon mari était dans l'administration, forestier, moi je travaillais dans une banque. On était tous les deux dans une cage dorée, comme je dis souvent, et on avait envie de s'envoler de cette cage dorée et puis de faire autre chose. Donc on est reparti après beaucoup de réflexions, on s'est dit le Burkina c'est bien mais c'est un peu loin de la famille, les enfants étaient encore en études, s'il y a quoi que ce soit, il faut rentrer, c'est compliqué. Le Sénégal c'était pareil, et puis tout le monde ne peut pas venir te voir parce que les billets sont relativement chers, et on s'est dit pourquoi pas le Maroc et puis Essaouira. Donc on est reparti en novembre 2005 à Essaouira pendant une semaine, c'était le coup de cœur et on s'est dit on va voir ce qu'on peut faire. Et donc, la première chose, on est parti voir un agent immobilier français, parce que c'est vrai que tu essayes toujours au début quand tu es expatrié comme ça, tu essayes toujours de rencontrer les expats pour voir un petit peu comment ça se passe, pour comprendre un peu. Puis quand on est arrivé, donc quelqu'un de super agréable qu'on connaît bien maintenant, et qui nous dit, vous voulez faire quoi? On dit, on ne sait pas. On veut faire quelque chose, mais on ne sait pas. Il dit, moi, je ne peux pas vous aider. Donc voilà. Donc après, on se dit, on va louer une voiture, on va regarder les alentours, voir un petit peu ce qui se passe. Et puis le loueur de voiture qui nous a donné rendez-vous était en retard. Pas grave, on attend, on traîne. Et un monsieur passe, il nous dit, vous cherchez quelque chose? On attend pour louer une voiture, pour aller voir les alentours, on a peut-être envie de s'installer. Il dit, si vous avez envie de vous installer, montez dans la voiture. Et puis je vous emmène voir mon frère. Il nous emmène voir son frère, on va à la maison, on boit le thé, on est accueillis vraiment très bien, tu vois, comme l'hospitalité marocaine existe. Ouais. Et puis il nous dit, vous voulez faire quoi? On dit, même réponse, on ne sait pas. C'est pas grave, on va réfléchir ensemble et on va trouver.
Donc voilà, on s'est dit l'approche est vraiment différente. Donc on s'est laissé bercer, on a visité plein de fonds de commerce, des riads, des hôtels, des restaurants, et puis des restaurants 3 étages, 300 couverts. On dit maintenant, nous on n'est pas de la profession, ce qu'on a envie c'est une petite activité pour pouvoir vivre parce qu'on n'aura plus de revenus, donc il faudra bien qu'on ait de l'argent parce qu'on n'a pas de patrimoine pour pouvoir vivre sans travailler, d'avoir une petite structure pour pouvoir faire quelque chose. Donc on a trouvé un fonds de commerce, un restaurant. Et donc là on ne dit pas oui tout de suite, on se dit on va attendre. Et puis une fois qu'on était à l'aéroport, il y avait des cabines téléphoniques à l'époque. C'était donc en 2005, on appelle donc Tahar et on lui dit écoute, on revient et on achète le fonds de commerce, un tel, on hésitait entre deux, et on revient. Et on quitte notre travail, on fait tout et on revient en couple. Donc voilà, donc après on est revenu en février. Alors en février, on pensait que tout allait se passer très bien. On prend l'avion, on n'avait que 3 jours. On prend l'avion, on arrive et on arrive très en retard. Le Supratour était en retard, enfin tous les bus étaient en retard. Et on devait normalement prendre l'argent à la banque le vendredi pour pouvoir payer la personne et puis acheter le fonds de commerce. On appelle tard, un petit peu en panique et tout ça. T'inquiète pas, il y a toujours des solutions au Maroc. Ouais. Ok, donc on arrive, c'était 5 heures, les banques étaient fermées, il dit c'est pas grave, la banque elle va réouvrir pour toi. Donc, et voilà, et donc moi qui travaillais dans une banque en France, avec tous les systèmes de sécurité, tu dis ouais mais c'est pas possible, enfin, comment il fait? Et là, il y avait l'argent qui nous attendait et on a pu concrétiser notre fonds de commerce. Avant d'aller plus loin, donc vous connaissez le Maroc d'un voyage touristique et puis de cette période Essaouira. Oui. Vous n'avez pas eu peur de ne pas connaître assez bien le pays ou que vous vous adaptiez pas? Alors, on s'est dit, pour rassurer tout le monde, et nos mamans en particulier, on va partir, mais on va prendre un congé création d'entreprise. Voilà. Ce qui fait que si ça ne marche pas ou si on ne se plaît pas, on revient en France et on reprend nos métiers, donc voilà. C'est quoi exactement? Alors un congé création d'entreprise, c'est un congé de 1 an à 3 ans en fonction de ta convention collective qui te permettent de reprendre ton travail si ton projet professionnel n'a pas fonctionné. Okay. Donc l'entreprise est obligée de te reprendre. Voilà. Ouais, c'est bien, ouais. Ça permet de se rassurer au départ. Et puis comme je disais, ça a rassuré beaucoup les parents, quoi. Donc les enfants, eux, c'était bien, hein, venir en vacances au Maroc, pourquoi pas. Et puis en plus, c'est des voyageurs dans l'âme, donc il n'y a pas de souci. Et voilà. Et donc là, on s'est dit, bon, on part. On fait partir un conteneur parce qu'on n'avait pas grand-chose à la maison, mais on n'est pas des consommateurs et on aime bien reprendre nos affaires et tout ça. Donc on a chargé un conteneur. Il fallait vendre notre maison en France aussi parce qu'on voulait racheter une maison ici, donc on avait besoin de l'argent. Et en fait, tout s'est bien organisé pour nous. On dit qu'on a une bonne étoile depuis qu'on est au Maroc parce qu'on avait notre conteneur un mardi, je me rappelle, ça devait être le 22 mars. Donc c'était le mardi 22 mars en 2006. Et donc on a signé la vente de notre maison le 21 mars. Voilà, donc, et c'était un lundi, le notaire ne travaillait pas, enfin, il est venu à la maison, voilà, on était déjà dans les pratiques locales, on va dire, où tout est possible. Donc voilà, on a chargé notre conteneur et est arrivé à Casa. Au bout d'une semaine, ça s'est très bien passé. Arrivé à la douane, on avait lu plein de choses en nous disant « Ouh là là, c'est compliqué avec les douaniers, ça peut mal se passer et tout ça. » Il faut être très clair. Donc moi, j'avais carton numéro 1, j'avais ça, tant de chaussettes, tant de culottes, voilà. Carton numéro 2, carton numéro 3. Il ne faut pas avoir de doublons, ça c'est clair. Donc si tu as 3 ordinateurs portables et ils peuvent t'en confisquer 2 parce qu'il ne faut pas avoir de doublons. Donc on s'est dit ok, on n'a pas de doublons, on avait 2 ordinateurs, il y avait un qui était dans la voiture, un qui était dans le conteneur, donc voilà. Et on est arrivé à la douane, il y avait un monsieur qui s'énervait, on s'est dit oula, on va rester calme, tranquille dans notre coin, on ne connaît pas les pratiques, donc tu restes calme, tu attends ton tour. On n'a pas attendu très longtemps, je dirais une demi-heure, même pas. Et il nous a dit, votre conteneur, bon voilà, il va voir, il prend la liste, il ouvre 3 cartons, dans les 3 cartons, il y avait ce qui était marqué, il dit c'est bon, vous pouvez y aller. Donc le conteneur a été chargé,
Nous, on est arrivé à Essaouira. On avait prévu de prendre un appartement en location au départ, parce qu'on s'est dit, on aura autre chose à faire que de chercher une maison, on prendra le temps après. Et donc, on a pris un appartement en location. On est arrivé, donc toujours avec Tahar, qui était notre intermédiaire. Le conteneur est arrivé, c'était un 1er avril. On est arrivé à Essaouira et on avait commandé les travaux pour le restaurant, des petits travaux, pas grand-chose, tout était fait. Alors on nous avait dit, ouh là là, les travaux au Maroc, ça prend du temps. Donc on a eu cette chance-là, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose, on est tombé sur quelqu'un d'extraordinaire et tout s'est fait. Donc le 1er avril 2006, on était à Essaouira et on a eu l'autorisation d'ouvrir, et toutes les autorisations pour ouvrir le restaurant, c'était le 10 avril. Comme c'était la fête du Mouloud, fête religieuse marocaine, on s'est dit, ah non, si tu ouvres le jour de Noël, en gros, ça ne le fait pas. Enfin, par rapport aux salariés, tu n'ouvres pas le jour d'une fête, quoi. Donc, bon, il y avait peu de salariés, hein, parce que c'était une toute petite structure, un petit restaurant, 18 couverts à l'intérieur, 10 dehors, une cuisine ouverte. Voilà, on était 2 en cuisine, une personne au service et une femme de ménage à mi-temps. Donc, voilà. Et donc, on a ouvert le 12 avril. Voilà. Donc, on a ouvert 12 jours après. Ça s'est fait et voilà, la commission était passée pour vérifier s'il y avait l'extincteur, s'il y avait tout. Ils n'étaient pas très pénibles. C'était dans les règles. Ils ne nous ont pas demandé de bakshish. De toute façon, nous, on est anti-bakshish, ça c'est clair. On ne veut pas en donner parce que si nous, on en donne après, les Marocains, on va leur en demander encore un peu plus. Donc, on est vraiment contre le système. Donc on a respecté les règles, le dossier. Bon, c'est vrai que pour avoir l'autorisation, mon mari est parti tous les jours, donc à la Baladia, donc l'équivalent de la mairie pour avoir la commission qui vienne. Et donc il est parti tous les jours avec son livre et un grand sourire. Et c'est comme ça qu'il a compris que dans les administrations marocaines, ce qui est important, c'est de la patience et puis être calme. Voilà, donc il avait son livre, comme ça au moins il avait le temps, il ne perdait pas de temps, et il pouvait lire. Et quand on voit quelqu'un qui est en train de lire, on se dit celui-là, il n'est pas prêt de partir, donc on va s'occuper de son dossier. Donc en gros c'est ça. Donc voilà, et on a ouvert en 2006 notre restaurant, et ça a été l'année où il y a eu le plus de touristes au Maroc à cette période-là. Donc on a ouvert en plus au printemps, là où il y a beaucoup de monde qui arrive. Et on a eu du monde presque tout de suite. Donc, à l'époque, il y avait peu de restaurants sur Essaouira. En fait, les gens qui allaient dans un restaurant qui était recommandé par le routard étaient pleins. Donc, par défaut, ils venaient chez nous au départ. Et puis après, on a fait tout ce qu'il faut en communication pour se faire connaître. Alors des petits trucs comme ça, hein, quand au niveau commercial. Donc moi j'étais commerciale dans une banque, donc j'avais cette approche-là. Mon mari pas du tout, mais il a appris très rapidement. Il a pris l'envie de faire venir des gens au restaurant. Et donc il y a une grande place à Essaouira qui s'appelle la place Moulay Hassan. Et donc là-bas, on allait avec nos petits flyers. Et on distribuait nos flyers à tout le monde en disant voilà, nouveau restaurant, venez nous voir. Et quand j'avais du monde au restaurant, je leur appelais au téléphone en disant on rentre, c'est plein, je veux plus personne. Donc on a fait ça. Je l'ai donné aussi à la sortie du bus Supratour, des gens qui arrivent au bus. Voilà. Donc, et j'allais même à l'aéroport. Parce que les gens qui arrivent à l'aéroport, et en arrivant à l'aéroport, on a touché beaucoup de gens qui venaient, qui avaient des maisons ici, donc on a touché beaucoup de locaux en fait, hein, donc couples européens ou couples mixtes. Et donc on faisait des navettes comme ça, on faisait beaucoup de choses, et pendant un an, on a fait de la com, et puis après on a commencé à être connu, rentrer dans les guides du routard et tout ça. Donc voilà, c'est pareil, le guide du routard, je ne l'ai pas lâché. Tant qu'on n'était pas dans le guide du routard, toutes les années, je leur écrivais. Enfin, si tu veux faire marcher ton business, la communication, c'est essentiel, quoi. Donc j'ai écrit au Lonely Planet aussi, j'ai écrit à tous les guides en disant, voilà, on existe, on fait ça. Donc voilà. Et le côté Internet, c'était déjà développé ou... Alors c'était le début de TripAdvisor. Donc moi j'ai été première sur TripAdvisor pendant longtemps parce qu'il n'y avait personne qui était inscrit. Donc ça c'était intéressant. C'était Google Business commençait mais un petit peu plus tard, voilà. Et après j'étais sur pas mal de forums de discussion aussi. Je donnais des infos.
Donc voilà, parce que aussi je pensais que c'était intéressant, comme on connaissait le Maroc et puis bien Essaouira, c'est donner des informations, donner vraiment des riads que je connaissais, des hôtels, d'autres restaurants aussi. Donc moi j'avais des gens qui venaient manger au restaurant, qui me disaient on n'ose pas, mais vous connaissez notre restaurant. Je dis bien sûr, il y a plein de bons restaurants. Voilà, c'était bien aussi de partager. On est un pays où les Marocains sont tout le temps dans le partage. Donc voilà, donc même si on ne l'est pas avant, on l'était déjà, mais même si on ne l'est pas avant, on est obligé de partager les informations, on ne va pas les garder pour soi. Donc ce que tu fais d'ailleurs, visiblement, avec ton site et avec tes vidéos, donc ce qui est bien. Et comment ça s'appelait? Quel type de cuisine? Alors, c'est un restaurant qui s'appelait La Découverte. Il s'appelle toujours La Découverte, mais bon, nous l'avons vendu en 2018, en janvier 2018. Depuis le Covid, il est fermé, donc les propriétaires n'ont pas réouvert pour des raisons qui leur sont propres. Cuisine marocaine, je cuisinais déjà beaucoup avant, mais je ne connais pas la cuisine marocaine. Mais j'ai appris avec Swad au départ quelques mois, puis après avec Radija, on a travaillé ensemble pendant 12 ans. On a eu notre restaurant 12 ans, donc on a travaillé 12 ans ensemble. Donc voilà, elle avait sa cuisine de la maison. Moi j'avais ma cuisine marocaine que j'avais apprise avec Swad au départ, mais que j'avais un petit peu aménagée, allégée en sucre, allégée en gras, mettre plus de légumes, parce que j'étais déjà dans une approche de restauration pour la santé, bonne santé. J'avais des tisanes pour les problèmes de constipation, les problèmes de diarrhée, les problèmes de... Et à chaque fois, j'avais même un menu tourista que je faisais gratuit en règle générale parce que c'était assez facile. Mais les gens qui avaient des problèmes de maux de ventre, parce que l'alimentation, c'est pas une question d'hygiène souvent, c'est une question de changement alimentaire. Les gens qui sont malades, ils disent toujours c'est l'hygiène. Non, c'est quand tu te prends un jus d'orange, 2 jus d'orange, 3 jus d'orange dans la journée, dans ton corps, et déjà il n'a pas l'habitude tous les jours, t'en prends 2, 3, c'est sûr que les intestins ils supportent pas bien quoi, donc et puis après c'est les épices, c'est des choses comme ça. Faut y aller doucement. Voilà, exactement. Donc là on s'est vraiment fait plaisir avec ce restaurant pendant 12 ans, on a fait des super rencontres de touristes, de locaux, européens ou marocains. On prenait le temps de discuter avec les gens, de donner des informations, vraiment c'était un lieu où les gens se rencontraient. Quand on avait des gens qui venaient seuls, on les mettait à côté d'une autre personne seule pour pouvoir avoir une discussion. Donc on essayait donc des gens se sont connus au restaurant, donc ils revenaient les années d'après ensemble, donc c'était assez sympa. Et c'était un petit peu la philosophie de ce restaurant, donc originaire de Lyon, ça faisait un petit bouchon lyonnais en fait, hein. Donc les tables, vraiment, ça faisait un grand salon marocain, mais les gens se faisaient face, donc ils pouvaient discuter. Et quand ils étaient à côté aussi, petit, 18 couverts à l'intérieur, un grand salon marocain en fait, tout simplement. Ouais. Et puis après, mon mari étant tout le temps dehors en France, il a eu besoin d'avoir une activité qui ressemblait un petit peu à ce qu'il faisait. Donc on a décidé de mettre en place des randonnées à pied dans un cadre d'écotourisme avec accueil chez l'habitant. Donc voilà. Alors juste pour finir sur le restaurant, au niveau de la structure du restaurant, on a, alors je ne sais plus si ça existe ou pas encore maintenant, mais on avait créé sur conseil de notre comptable une association à but lucratif. Okay. Je ne sais pas si ça existe encore ou pas, mais à l'époque on avait fait ça, parce que quand tu faisais une SARL, ton capital social c'était 100 000 dirhams à l'époque. Après c'est passé à 10 000. Peu de temps après, puisque quand on a fait écotourisme et randonnée, donc notre activité de randonnée, c'était un capital social de 10 000 dirhams. Et donc nous on avait dit 100 000, le capital social, on n'avait pas trop envie. Il nous avait dit faites une association à but lucratif. Okay. Voilà. Donc je ne sais pas si ce statut existe encore ou pas. Donc voilà, à voir. Et donc on avait un comptable, très bien. Tout s'est très bien passé, sur la fin un petit souci, pas grand chose. Après il faut savoir que quand on prend un comptable au Maroc, on est responsable nous toujours, c'est toujours nous qui sommes responsables. Il faut prendre un expert comptable pour que ce soit lui qui soit responsable de ce qui se fait au niveau comptable. C'est-à-dire qu'on devait vérifier ce qu'il faisait en gros. Ce qu'on faisait
Donc voilà, c'est important d'avoir quelques notions de compta ou au moins d'avoir quelqu'un qui regarde de temps en temps. Ça c'est très important pour vérifier donc, ce qu'il fait. Donc tu peux nous parler un petit peu plus de la deuxième activité? Alors la deuxième activité, on a commencé donc à marcher autour de la région d'Essaouira, voir ce qu'il y avait à voir, ce qu'il y avait à faire. On s'est vite rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de choses, des cascades, une oasis, des forêts d'arganier, donc avec toute l'explication de cet arbre. Donc ma mari étant forestier était curieux, donc il était voir les forestiers locaux. Il a commencé à discuter avec eux, comprendre un petit peu cet arbre. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi des ruines d'une sucrerie qu'on a su après et qu'un gros travail a été fait donc, par mon mari et deux autres personnes sur l'histoire de cette sucrerie, parce que c'est la mieux conservée au monde. Et donc vraiment elle est extraordinaire. Donc pendant les visites, Édouard au début était tout seul, donc faisait guide. Et donc pour créer cette structure, il nous fallait une autorisation. Donc parce qu'on avait une SARL, mais il nous fallait une autorisation. Et l'autorisation, personne ne voulait nous la signer parce que faire des balades à dromadaire, à cheval, à quad, tout le monde connaissait. Mais faire des balades à pied dans les milieux naturels, personne ne voulait prendre le risque de signer l'autorisation pour qu'on puisse commencer. Donc ça a mis presque un an, ça nous a permis de trouver des circuits. Et finalement, à force de sourire, de ténacité et de patience, mon mari a eu cette autorisation signée par le gouverneur de la province d'Essaouira. Et donc on a pu commencer les balades. On avait des balades thématiques il y avait la balade à Arganier qui a été une des premières où on expliquait justement, on avait un circuit on pouvait l'aménager entre 4 et 7 km en fonction s'il y avait des enfants ou pas, avec un petit âne. Et donc on avait toute l'explication du milieu Arganier. On allait voir un marabout. Donc, c'est pas un sorcier, c'est un lieu de culte, donc marocain, on expliquait, on pouvait rentrer dans le marabout, expliquer un petit peu donc, le côté culturel. On avait donc la sucrerie et un thé chez une famille. Donc voilà, mais vraiment le thé se faisait pas, c'est comme si la famille venait, une famille marocaine venait, l'objectif c'était vraiment d'être dans l'hospitalité marocaine, mais le plus naturel possible. Donc voilà, donc c'est une famille qui est devenue une famille de cœur d'ailleurs, parce que on a vu les enfants grandir, les petits-enfants grandir. Une famille adorable et on organisait après des balades à la journée, à la demi-journée sur des thématiques. Et on a commencé à prendre un autre guide, donc c'était 2 guides, parce qu'on commençait à avoir du monde. Et mon mari parlait en plus que le français, on a employé un Marocain qui parlait lui l'anglais, le dialecte local d'Arija, l'arabe aussi, parce qu'on a eu des fois des clients égyptiens, donc voilà, donc il faut parler aussi l'arabe. Et donc on a développé cette activité aussi pendant 12 ans, de 2008 à 2020. Donc voilà, on a travaillé les 2 dernières années avec une personne, donc Claudia, qui est allemande mais qui parle toutes les langues. Je la connais. Tu la connais? Elle parle Kulchi. Donc elle arrive le 1er septembre là d'ailleurs. Donc, donc elle regardera la vidéo. Donc Claudia, donc on a travaillé avec Claudia pendant 2 ans. Et après on lui a laissé notre fonds de commerce. Parce que nous, ce qui était important, donc, pour arrêter cette activité, ce qui était important, c'est que les familles avec lesquelles on travaillait continuent à avoir des revenus et bénéficient de ce tourisme. Donc voilà, on ne voulait pas les laisser sans rien, sachant que des années comme cette année, où c'est des années de sécheresse, donc tu as moins de revenus. Et c'est vrai que le tourisme à la campagne apporte un gros revenu. Et ça, c'était aussi un de nos objectifs quand on a développé l'activité. Donc voilà. Et c'était de faire découvrir le vrai Maroc. Parce que quand on est à Essaouira, c'est sûr que c'est le vrai Maroc. Mais l'authenticité, la simplicité, voilà, ce que j'appelle le vrai Maroc, le Maroc de cœur qu'on connaît et que tu connais aussi puisque tu vis à la campagne. Et c'était de faire découvrir un petit peu le vrai Maroc, la culture, et puis de faire voir aux gens qu'il n'y a pas que les médinas. Les médinas, surtout celle d'Essaouira, est magnifique, mais c'est aussi bien de sortir
et de faire d'autres choses. Donc voilà, ça c'était un petit peu l'objectif. Et donc Claudia a repris l'activité. Bon, malheureusement, elle l'a repris 3 mois après, il y avait le Covid. Miskina, la pauvre. Bon, on l'a aidée, parce qu'elle était en plus bloquée en Allemagne, on l'a aidée parce que on est resté à faire des choses même à distance. Voilà, on revenait sur Essaouira de temps en temps pour l'aider. Et nous, notre objectif, c'était d'arrêter ces 2 activités-là. La première, c'est que mon mari, ça faisait 46 ans qu'il travaillait, donc il avait envie de retraite et de repos. Et donc voilà, et moi, je me suis vraiment fait plaisir, enfin on s'est vraiment fait plaisir en couple, à faire ces 2 activités-là, vraiment. C'était important d'être en couple aussi, parce que ça demande beaucoup de travail quand on a des activités. On le voit d'ailleurs que Claudia, qui est seule pour gérer son activité, quand on n'a qu'une, ça va. Quand on a 2, c'est compliqué, parce qu'on aime être présent, avec les personnes avec qui on travaille, on aime... voilà, donc c'est important vraiment d'être en couple, et d'être un couple... je dirais solide. On a vu des gens venir en couple qui étaient plus ou moins en instance de divorce, et on dit allez, on s'expatrie et on s'expatrie et notre couple va repartir. Bah non, c'est terrible. Enfin, déjà, t'es loin de ta famille, de tes amis. Donc, si ça va pas, c'est compliqué. Enfin, et ces couples-là qu'on a vus, ça n'a pas tenu. Donc, les gens sont repartis, ou un est resté, l'autre est reparti, parce que c'est compliqué. Donc, ça, c'est vraiment une expérience qu'on a vue assez souvent, parce que Essaouira étant une petite ville, on côtoyait les expats automatiquement. Et c'est vrai qu'on a vu des gens, c'est compliqué. Il faut être un couple fort pour s'expatrier. Et même en dehors de ça, beaucoup ne passent pas le cap de 2-3 ans. Oui. Tu peux en parler de ça? Oui. Alors moi j'avais une expression, parce que souvent les clients étaient curieux au restaurant, parce qu'ils disaient « Oh là là, vous êtes expatriés, mais ça serait notre rêve, mais pourquoi vous ne le réalisez pas ?» Donc ils disent « Ah je sais pas, on a peur, on ne sait pas trop et tout ça ». Et après, on voyait des gens arriver, alors hyper rigides, en nous disant « Ouh là là, moi je veux que ce soit droit, la maison soit droite, les prises sont alignées. » Au Maroc, il y a une culture différente. Donc, il faut de la souplesse, et c'est vraiment une culture différente. Ils nous disent « Oh là là, ils nous ont cassé ça. » C'est pas grave, on va le refaire. Enfin, voilà, c'est la culture. Et puis après, il faut comprendre qu'on est vraiment, la culture pour moi est différente. Enfin, moi j'ai une petite anecdote qui m'a toujours fait sourire, qui me fait sourire encore aujourd'hui, c'est que quand on a trouvé notre appartement, on avait acheté ce qu'on appelle gris. Donc gris, c'est-à-dire que tu n'as pas de faïence, t'as pas de... Voilà, donc c'est tout, toi à poser la faïence, tout ça, ce qui est bien parce que tu le fais à ton goût. Et quand ils ont posé le carrelage, en plein milieu du carrelage, du salon, ils mettent un carrelage cassé. Je dis, ouais, pourquoi t'as mis le... Enfin, tu te poses la question, tu te dis que c'est dommage, le carrelage cassé, tu le mets dans un placard. Enfin, en France, c'est ce que tu fais et tout ça. Et puis je lui dis, mais pourquoi tu as mis le carrelage cassé au milieu du salon? Et il me dit, tu vas mettre un tapis dessus. Ouais, mais moi je mets pas de tapis. Ah ben c'est pas grave, je l'enlève, je le mets ailleurs, là on le verra pas. Voilà, et ça c'est des petites choses qui... Est-ce que tu as déjà vu un salon marocain sans tapis? Non. Donc voilà, donc si tu veux, le tapis, il est là, donc il va cacher, donc sa logique était bonne, parce que culturellement, il y a un tapis. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et si tu n'es pas souple, et si tu n'es pas ouvert, et si tu n'es pas à l'écoute, ou si tu ne poses pas les bonnes questions, comme là, parce que là, tu aurais très bien pu m'énerver en me disant « Attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas ?» Enfin, mais sa logique, elle était bonne. C'était sa culture, voilà. Et souvent, moi, je disais aux gens, si tu as compris qu'il y a des choses que tu ne comprendras jamais, c'est que tu es dans l'intégration. Faut lâcher. Faut lâcher, faut accepter des choses que pour toi, c'est pas dans ton éducation, dans ta culture, et il faut lâcher. C'est comme ça, tu les comprends, voilà. Et c'est une culture différente. Quand les femmes avec qui je travaillais arrivaient au travail, elles commençaient par faire le petit déjeuner. Ça ne me serait pas venu à l'idée de faire le petit déjeuner sur mon lieu de travail. Voilà. Mais c'est partout.
c'est comme ça, c'est culturel. Le petit déjeuner fait partie du travail. Et puis, et s'il faut faire une demi-heure de plus, elles ne vont pas te dire attends, j'ai fait une demi-heure de plus. C'est du donnant-donnant, voilà. On n'est pas rigide, comme tu dis, on n'est pas rigide. Alors une petite pause dans la vidéo pour te partager ce beau paysage dans la vallée de l'Orica, pas très loin d'où j'habite. Et si comme Frédéric, tu as envie de t'installer au Maroc, de lancer un projet professionnel, de t'intégrer, j'ai créé une formation gratuite pour toi. Donc c'est le premier lien dans la description. Quelles sont les autres qualités à avoir pour t'intégrer et t'adapter au Maroc? Beaucoup d'écoute, observer. Tu te mets une terrasse de café, tu observes. Ça, c'est pas mal. C'est ce que font beaucoup les Marocains aussi. Ouais, très observateur. À l'écoute, observer, faire confiance, mais pas trop. Moi, j'ai vu des personnes qui... Moi, j'ai eu de la chance, enfin, on a eu de la chance d'avoir quelqu'un qui nous a vraiment orientés tout le temps, qui a toujours été un protecteur, qui a toujours été quelqu'un de bienveillant, comme beaucoup de Marocains, la majorité. Ouais. Mais tu peux tomber sur des personnes qui sont malveillantes. On a des exemples, on a des amis qui se sont fait spolier de leurs biens, qui se sont fait... Voilà, donc de la confiance, mais pas trop, de l'écoute, être observé, et puis de la zénitude. Voilà, ça c'est... Si tu es tout le temps stressé, si tu n'es pas un minimum zen, ça ira pas. Donc voilà, je crois que c'est... Et puis essayer d'apprendre la langue, ça me paraît important. Alors, moi je suis pas douée pour les langues, alors pas du tout, à différence de Claudia, qui est super douée. Mais bon, je comprends le darija, je sais me débrouiller sur un marché, je sais me débrouiller... je le comprends suffisamment pour des fois assister à des conférences. J'ai assisté sur une conférence il n'y a pas longtemps sur l'autisme. Bon, je savais de quoi on parlait, donc j'écoute les émissions de cuisine en darija et il n'y a pas de problème, mak et mouchkil, donc ça c'est pas un souci. Mais après, si c'est du sujet un petit peu plus philosophique, ça devient compliqué. Voilà, on peut pas, voilà, sur un minimum. Et après, quand je parle, souvent au début, les gens me disent mais parle en français, on le comprend mieux. Donc voilà. Je ne suis pas douée pour les langues, donc voilà, mais je le prononce pas forcément bien, mais après, c'est compliqué, tu fais pas trop d'efforts parce que tout le monde parle le français. Donc voilà. Alors après, quand j'habitais à Essaouira, j'habitais dans un quartier pas du tout avec des expats, donc mes voisines en dessous, au-dessus, Radija et Fatima, elles parlaient que darija. Donc quand il y avait besoin de discuter, d'échanger, elles comprenaient un peu le français. Donc elles me parlaient darija et moi je parlais français, donc avec des mots simples. Donc c'est aussi, il faut ramener vraiment un langage simple, comme quand tu parles. Elle faisait pareil en darija, et donc ça nous a permis de pouvoir discuter, échanger. Donc voilà. Et après souvent les gens ils ont vraiment envie de faire des efforts en français. Je vois, moi j'ai mes petits voisins là à côté qui sont adorables. Nada, 10 ans, parle parfaitement le français. Salwa, 7 ans, elle était frustrée. Elle ne pouvait pas parler avec moi. En un an, elle a progressé, elle te parle parfaitement français. Frustrée. Et des fois, elle me dit en arabe, bon, je te le dis en darija parce que tu vas comprendre. Voilà, mais, et c'est vrai que les enfants, ils ont ces capacités, c'est assez incroyable, quoi. Ouais. Donc voilà, ces belles expériences sur Essaouira, 14 ans. Donc 14 ans, une ville qu'on apprécie toujours, une belle énergie. Je pense que c'est multiculturel, je vais y arriver. Voilà, parce que juifs, musulmans, chrétiens, ça a une église, plusieurs synagogues, dont une, je ne sais pas si tu as vu la dernière, qui est magnifique, la maison de souvenirs. Et puis bien sûr des mosquées. On dit que c'est une ville aussi spirituelle. Oui. Ouais. Il y a une énergie particulière. Oui, il y a une énergie particulière que j'aime beaucoup. Tu sens de toute façon, c'est pour ça que les gens sont calmes, apaisés. Tu as le côté océan aussi. Ouais, ça calme. Ouais, tu as le côté océan qui apaise beaucoup. Et puis c'est vrai qu'il y a un passé, donc il y a une histoire sur cette ville qui fait qu'on sent les bonnes énergies. Après, les bonnes énergies, moi je les sens comme des villes. Alors, où je suis aujourd'hui sur Inzgan, pas forcément sur Agadir.
Et j'ai eu l'explication avec mon prof de tai chi, avec Malek, qui me dit ouais mais Agadir, il y a eu un tremblement de terre, ça laisse des traces, donc l'énergie est un peu coupée quoi. Donc alors que Inzgan, bon, est une grande ville maintenant, 160 ou 180 000 habitants, qui colle à Agadir, mais avant c'était la campagne. Puis là, tu as vu, si on t'emmène un petit peu plus loin, tu verras, on est vraiment dans la campagne, donc c'est une grande ville, mais il y a aussi une belle énergie. Ouais. Et donc, pourquoi ce choix de quitter Essaouira? Alors, ce choix de quitter Essaouira, alors on connaissait parfaitement la région d'Essaouira. Vous avez eu le temps de... Ouais, parce que comme on préparait à chaque fois des nouveaux circuits, les circuits aujourd'hui que Claudia a repris avec Berberlands Écotourisme, c'est pareil, c'est une dizaine de circuits. Facile, donc c'est vraiment intéressant et voilà, donc on connaissait toute la région, on était bien bord d'océan, mais on n'y va pas souvent dans l'eau et bord de plage parce qu'on n'est pas très plage, on y va pour marcher, on fait pas de sport d'eau et mon mari arrivé à la retraite il s'est dit moi ce que j'aime c'est le tennis, les randonnées et puis découvrir une autre ville et puis moi j'avais déjà commencé ma formation pour devenir naturopathe et je me suis dit Essaouira, la ville est trop petite si je veux avoir des personnes qui viennent me voir, des consultants, donc il faut que je me rapproche d'une grande ville et puis on s'est dit on va aller sur Agadir, voilà. Donc parce qu'il y avait un gros club de tennis, une région aux alentours qui était magnifique, on l'avait découvert lors de vacances. On a mis 5 ans avant d'aller à Agadir. Tout le monde disait oh, Agadir, les hôtels clubs, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à dire. C'est le petit truc marocain, à dire rien à dire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'autour d'Agadir, et même la ville d'Agadir, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à faire. C'est vrai que si tu restes le long de la plage, tu es en hôtel club, bon, tu viens pour l'hôtel club, donc ça c'est ton choix de vacances. Mais tu as vraiment plein de choses à voir aux alentours. Au bout de 5 ans, on y a été 15 jours. On y va. Et on a découvert vraiment tout autour la nature. On fait des observations d'oiseaux juste à côté, à l'embouchure du Souss, donc la rivière l'Oued qui se jette dans l'océan. Et donc on a commencé à venir plusieurs fois chercher. Donc voilà, on avait l'activité de randonnée donc jusqu'en fin 2019, 31 décembre 2019. On a arrêté l'exercice comptable et après, donc Claudia a repris nos agences, nos clients. Et on a commencé à rechercher un petit peu plus et on s'est dit on va s'installer sur la région d'Agadir pour ces deux raisons en fait, d'avoir plus de choses à faire, que mon mari ait des activités et que moi je puisse développer mon activité de naturopathe. Donc voilà, donc c'était un petit peu le choix d'Agadir et l'océan qu'on aime bien pour être proche. Voilà, pour son énergie. Voilà. Et le climat? Le climat, oui, bien sûr. Le climat est vraiment différent de celui d'Essaouira, par contre. Non, c'est différent. Nous, on a le vent, nous a pas gêné du tout. Et puis pour faire un business, il vaut mieux du vent. Parce que quand il y a du gros coup de vent, les gens ils sont dans la Médina. Donc si tu as un business dans la Médina, quand il y a du vent, ils ne peuvent pas aller à la plage. Donc ils font d'autres choses, ils font des randonnées, mais le vent était... ce qui avait de bien à Essaouira, c'est que tu as entre 18 et 25 degrés toute l'année. Voilà. Donc l'hiver, l'été, tu as vraiment un bon climat. Avec du vent, certes, mais ça ne nous dérangeait pas forcément. Sur Agadir, il fait peut-être un peu plus chaud. L'hiver, ouais, je dirais, peut-être que tu descends à 13, 14, les hivers froids. Et après, tu montes plutôt à 30, je dirais. Donc, tu es plutôt entre 20 et 30. C'est agréable. Ouais, c'est très agréable. Du soleil toute l'année. Pas de pluie, malheureusement. On en aimerait de temps en temps un peu plus. Pas de vent, ou peu. Ce qui fait que l'été, c'est cette période-là, juillet-août, souvent tu as une brume, parce qu'il fait tellement chaud à l'intérieur des terres, donc ça te fait une petite condensation et ça te fait une humidité que tu as, et donc tu as un petit peu la brume. Voilà. Mais par contre, passer l'hiver à Agadir, c'est ce que font beaucoup d'expats qui ne sont pas résidents et qui, eux, viennent à partir d'octobre.
ou septembre jusqu'à Noël. Ils repartent souvent pour les fêtes et ils reviennent après au printemps pour repasser 3 mois. Donc voilà, ils passent moins de 6 mois pour pas être résidents. Ou certains sont résidents et ils passent plus de 6 mois. Donc ça dépend un petit peu du choix que tu fais d'être résident ou pas. Tu peux nous parler de la recherche de ce nouveau logement à Insgard? Comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? Alors, on a commencé par chercher... on n'a pas voulu passer par des intermédiaires, donc comme on l'avait fait à Essaouira, parce que des choses ont évolué. Entre-temps, en 14 ans, on va dire que les choses ont évolué. Vous connaissiez le système aussi? Voilà, on connaissait le système. On n'est pas passé par une agence immobilière, on est passé par Internet. Voilà. Donc, il y a des sites qui sont très bien faits, et l'équivalent du Bon Coin en France, qui est le site Avito, et qui est très bien fait, où tu peux faire tes recherches. Après, tu as d'autres sites, mais je ne me rappelle plus, parce que moi j'étais plus sur Avito, mais il y en a plusieurs. Peut-être que tu les donnes, toi, dans tes... Il y a Moonbawab, je pense, un truc comme ça. Ah, je ne connais pas celui-là. Ouais. Donc, non, il y en a d'autres, Maroc, je ne sais plus. Donc, là, on a cherché sur Avito, et puis après, bon, on a visité, et puis après, tu rencontres une personne sur Avito, tu peux avoir aussi ce qu'on appelle les samsars, hein, donc c'est des intermédiaires, et après, bon, ils vont te faire visiter une autre maison, plus une autre maison, donc on a cherché sur Internet. Pour vendre notre appartement à Essaouira, on est passé par Avito. On l'a vendu en moins de 24 heures. Tu mets le bon prix, appartement d'Européens, je ne sais pas pourquoi, mais c'est souvent recherché. C'est comme les voitures d'occasion. On a toujours vendu nos voitures sans les vendre. En fait, elles étaient déjà... Les gens nous disaient, le jour où tu vends ta voiture, tu penses à moi. Donc voilà. Donc, vous aviez acheté à Essaouira? On avait acheté un appartement, ouais. Okay. Ouais, Comment ça s'est passé pour ça? Ça a été? Oui, ça s'est passé même très bien, parce que la petite anecdote, on a toujours acheté avec Tahar, parce que c'était en fait, lui, c'était pas un samsar, hein, c'était un entrepreneur, et donc il achetait des immeubles, il faisait des appartements, et il nous avait vendu l'appartement, et donc il nous avait dit, donc on est resté dans notre location 6 mois, 6 mois je crois, on est parti dans l'appartement, on n'avait pas signé, on n'était pas propriétaire, on y restait pendant 1 an. Et au bout d'1 an, on lui a dit tard. Il reste encore 3 bricoles à faire dans la maison. Donc ça faisait 1 an, il devait, je sais pas, des petites bricoles, pas grand-chose, mais qui s'était engagé de faire en vendant l'appartement. Et on lui dit, ça serait peut-être bien qu'on le finisse un jour, puis qu'on signe quand même. Ça fait 1 an qu'on est dans l'appartement et voilà, on ne paye pas le loyer, on n'est pas propriétaire, et à un moment donné, donc on lui avait donné une avance, mais on n'avait pas donné le reste, quoi. Et puis un jour, il nous appelle en nous disant, bon, j'ai besoin finalement de l'argent pour faire un investissement, donc j'ai pris rendez-vous demain 10h, rendez-vous chez le notaire. Ok, d'accord. Donc et voilà, donc ça s'est fait donc par lui, par son intermédiaire. Et ici, pour la recherche d'appartements, on est passé par Internet, et cette maison-là où on est, et donc là où on est dans mon cabinet, l'objectif c'était de trouver une maison avec un cabinet indépendant pour que je puisse y exercer. Et on l'avait vue 3 fois cette maison avant de décider, parce qu'elle était trop grande. Elle est trop grande pour nous. Donc on passait d'un petit appartement de 60 mètres carrés à en gros 4 appartements de 55 mètres carrés. Et on s'est dit c'est un peu grand pour nous, on est 2. Et puis finalement on se dit si ça fait 3 fois qu'on revient vers cette maison, c'est qu'on doit y venir. Donc voilà. Donc on a la chance d'être dans un quartier calme, à Insgard, qui est une ville qui est... souvent, les gens ont peur, disent Insgard, parce qu'il y a beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a un gros marché qui est connu? C'est vraiment le gros marché du sud où tout le monde va, à Insgard. Mais nous, on est vraiment excentrés de ce gros marché. Alors l'avantage, c'est qu'on est à 1,5 km, donc on peut y aller à pied ou en vélo. Et on est plutôt au calme, donc voilà, on a tous les commerçants qui passent. Tu vois, on vient d'entendre le monsieur de la Javel qui est en train de passer. On a les marchands de sardines, on a les légumes, on a tout qui passe dans le quartier. On a une vraie vie de quartier tout en étant au calme. Voilà. Donc vous êtes vraiment intégré avec les Marocains. Ouais, c'était un choix de vie du départ.
Voilà. Au début, quand on nous faisait voir des appartements, ou même tard, nous faisait voir des appartements, ils nous mettaient dans un quartier à Essaouira où il y a beaucoup d'Européens. On lui a dit non, nous on n'a pas forcément envie d'être avec des Européens, on est venu pour s'intégrer, pour comprendre la culture. Donc on était dans un nouveau quartier à Essaouira qui s'appelle Tafoukt, qui veut dire soleil en berbère, qui était nouveau, il venait de se créer en fait, hein, donc les petits immeubles de 3 étages commençaient à pousser, et on était pratiquement les premiers à habiter dans le quartier. Et donc quand on est parti au bout de 14 ans, on a vu tout était fait. Au début il n'y avait même pas de pavé au sol, c'était de la terre, comme beaucoup de nouveaux quartiers qui se créent. Et voilà. C'était notre choix parce qu'on était en couple et qu'on n'avait pas besoin d'être rassurés. Je pense que souvent les gens qui arrivent, et pour avoir discuté avec des femmes seules qui s'installent au Maroc, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, et à Essaouira, parce que c'est une ville paisible et agréable, ce qu'elles voulaient, c'est être pas très loin d'autres personnes pour, au cas où, tu vois, tu te sens rassuré. Voilà. Nous, on était en couple, donc on n'avait pas forcément envie d'être rassurés. Si j'avais été seule, je ne sais pas quel aurait été mon choix, mais je pense qu'au début, tu as besoin d'être rassuré. Donc voilà. Et ici, bah, c'est vrai qu'au bout de 14 ans, donc là, ça fait 2 ans qu'on est ici. Donc on s'est installé ici et puis on a des voisins adorables comme partout au Maroc, quoi. Donc tu peux compter sur eux, ils savent qu'ils peuvent compter aussi sur nous, mais voilà, donc on est... et au début, ils étaient très méfiants avec nous, parce que la personne à qui on a acheté la maison était un Européen, et pour X raisons, lui, il n'a pas voulu s'intégrer. Il n'était pas très apprécié dans le quartier, pourtant marié avec une dame marocaine adorable. Et il n'était pas très apprécié, il disait pas bonjour. Et l'autre jour, je discutais avec Amina, ma voisine, et elle, alors je vais avoir de l'émotion parce que je suis très émotive en fait. Et elle me disait, tu nous as donné de la valeur. Elle dit, à tes yeux, on a de la valeur. Je dis, bah, c'est normal que tu as de la valeur. Enfin, t'es un humain. Et elle me dit, oui, mais on avait l'impression avant qu'on n'avait pas de valeur. Donc voilà. Et eux, avoir de la valeur quand tu es européen, c'est encore plus pour eux que quand tu es marocain. Et donc on a des voisins qui sont adorables. Vraiment, on a un quartier où au début on avait du mal, mon mari avait du mal avec ce quartier parce qu'il pensait qu'il n'y avait pas de vie. Donc il ne voulait pas être dans un quartier où il n'y avait pas de vie. Mais en fait, il y a les petits hanout de partout. Quand il est dans le tout petit bout de jardin qu'on a devant la maison, tout le monde s'arrête et discute. Tu vas au marché en vélo ou à pied, tout le monde discute avec toi. Donc même des gens que tu ne connais pas forcément. Donc voilà, on a un petit marché à côté, petit marché de Taraste. La première fois qu'on a fait le marché, j'ai eu plein de cadeaux. Tiens, je te donne un fruit. Tiens, je te donne de la menthe. Tiens, parce qu'ils étaient heureux de voir des Européens dans le marché et toujours cette hospitalité et plein de cadeaux. Donc ça c'est très important pour eux de te souhaiter la bienvenue en t'offrant quelque chose et un bouquet de sauge, un bouquet de menthe. Donc, en tant qu'étranger, je trouve que c'est une bonne expérience d'aller là où il n'y a que des locaux. Ouais. Même là où tu vas manger à Agadir, tu as un marché, et puis même le marché d'Inzgan, tu peux aller manger de la sardine grillée, tu peux aller manger... Et là, tu as beaucoup de touristes marocains aussi qui y vont. Donc ça qui est intéressant, c'est que tu rencontres aussi des touristes marocains. À Agadir, tu as énormément de touristes marocains. C'est ce qui nous a plu. Au début, on pensait que Agadir, c'était... des touristes, des Européens, des Russes qui viennent pour faire la fête, voilà, vraiment c'était ça. L'image qu'on avait d'Agadir, et en fait au début on a été dans un hôtel où il y avait que des Marocains, pas sur la côte, pas dans un hôtel club parce que c'est pas notre philosophie de voyage. Donc on avait été dans un hôtel très très bien et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de Marocains qui venaient en tourisme. À Essaouira on en voyait, mais peu. Ils venaient souvent quand il y avait un festival de musique, à certaines périodes de l'année, mais souvent les gens de Casa Marrakech, il fait trop froid. À Essaouira il y a trop de vent, donc voilà. Les Marocains de Casa, ils peuvent voyager à Marrakech, à Agadir, ils voyagent beaucoup dans le pays. Et là, l'été, ce qui est assez étonnant, c'est que toutes les connaissances qu'on a sur la région, ils partent à Marrakech,
Et les gens qu'on connaît de Marrakech, ils vont à Agadir. Donc ça, c'est assez... T'as envie de changer la ville et de changer le climat, ce qui est normal, nous on est pareil, hein, on a envie de changer le climat. Mais ils voyagent énormément. Avant le Covid, c'était ça. Mais après, pendant le Covid, bon, ça a été un peu compliqué, donc le tourisme interne s'est développé aussi, mais ça a permis à beaucoup de gens de voyager. Et puis, l'évolution aussi, en 16 ans, l'évolution des mentalités, le pouvoir d'achat a augmenté aussi, ça, nous on l'a vu, vraiment, parce que dans le quartier où on était, nos voisins, ils arrivaient au début en vélo, après ils avaient une mobilette, puis après ils avaient une voiture. Donc les niveaux de vie ont augmenté. Bon, avec le Covid, certains ont eu beaucoup de soucis parce qu'il n'y a pas eu toutes les aides comme il y a eu en France. Mais bon, il y a de la solidarité entre eux. Celui qui travaillait donnait pour tout le monde, donc en gros. Et c'est vrai que le niveau de vie augmente. Et quand ils commencent à voyager, ne serait-ce qu'une journée à la ville, ils ont pris goût au voyage. Et ça ne faisait pas partie des priorités avant. Le salaire de base au Maroc a évolué, quand même énormément, dont on l'a vu, parce que le SMIC a évolué chaque année, en moyenne c'était 5% à chaque fois au mois de juillet, donc au bout de X années ça fait beaucoup d'augmentation, et le niveau de vie a augmenté, et les mentalités aussi. C'est-à-dire que le voyage fait partie des plaisirs qu'on peut s'offrir. Donc voilà, on a de quoi manger, on a un toit, mais non, on s'autorise à pouvoir voyager. Donc voilà. Et il y a tous les Marocains de l'étranger aussi. Et il y a tous les Marocains de l'étranger, ouais. Les MRE, comme on les appelle. Donc les Marocains de l'étranger qui viennent, qui apportent beaucoup. Et qui apportent vraiment beaucoup pour les familles, et qui sont un soutien financier. Et pas que, voilà. Donc quand ils arrivent, ils ont les voitures pleines. Quand ils repartent, ils ont les voitures pleines aussi. Et ce qui est rigolo, c'est que quand j'étais enfant, j'habitais vraiment dans un quartier populaire, dans une ville, et j'habitais dans le quartier arabe, entre guillemets, parce qu'il y avait le quartier, il y avait plusieurs quartiers. Il y avait le quartier où il y avait un peu plus de Chinois, quartier un peu plus de Turcs, et quartier un peu plus de Portugais. Quand tu vis dans des cités comme ça, donc moi je vivais dans une cité, et j'étais dans le quartier arabe, et je les voyais partir tous les étés. Alors moi je partais pas en vacances, j'ai été trop triste, pour ça qu'après je me suis rattrapée, et je les voyais tous partir en vacances avec des voitures pleines, mais c'était magique. Et ils revenaient, et quand ils revenaient du bled, comme ils disaient, et ils parlaient d'Arija, et quand je suis revenue ici, mon restaurant était dans une rue très populaire. Les mots, je me disais, mais je les connais ceux-là, et c'était pas les plus jolis mots à entendre, mais je les connaissais. Donc quand les mots populaires comme ça, et ça m'a fait revivre mes souvenirs d'enfance. Donc voilà, donc j'avais déjà cette culture de vivre avec d'autres personnes étant enfant. Mais je l'avais perdu après quand j'ai grandi, parce que je vivais en plein milieu d'une forêt. Donc voilà, dans une maison forestière, au milieu des bois. Donc ça, j'avais changé un peu de culture. Et je voulais revenir sur ce monsieur Tahar que tu as mentionné plusieurs fois. C'est un peu votre bonne étoile, j'ai l'impression. Ouais, c'est notre bonne étoile. On a gardé des contacts. On ne s'appelle pas régulièrement, mais quand on s'appelle, c'est avec le cœur. Donc, d'ailleurs, ça me fait un petit moment que je l'ai pas eu au téléphone. Quand on est venu ici, il m'a dit « j'ai mon neveu sur place, j'ai de la famille qui travaille dans les administrations, s'il y a besoin un jour sur Agadir, tu demandes ». On dit « on n'y manquera pas ». On n'a pas eu de soucis pour notre carte de résident, encore moins qu'à Essaouira. Voilà, si on peut parler de l'obtention de la carte au Maroc, donc tout le monde a son histoire, mais bon, la première fois qu'on l'a demandé à Essaouira, on nous a dit voilà, t'amènes tel papier et tu fais le dossier. Vous l'avez fait en tant que société? Au début, ouais, on l'a fait avec l'association, avec le fonds de commerce du restaurant. Voilà, fonds de commerce du restaurant, on l'a fait tout de suite. On est arrivé en avril. Et le temps qu'on monte le dossier, parce qu'on avait plein d'autres choses à faire, on l'a eu en août. Donc le dossier, on a dû avoir peut-être 2-3 mois pour l'avoir. Donc on avait apporté tous les papiers demandés la première fois. Mon mari y va, il dit « Maman, t'as oublié de m'amener ce papier-là ». Ok, je retourne.
il retourne, il ramène le papier. Ah ben non, il te manque encore un papier. D'accord, mon mari rentre, il me dit, ils auraient pu tout me dire au départ, mais c'est pas grave, on y va. Et donc au bout de la 3e fois, et chaque année c'était comme ça. Et c'était pas forcément les mêmes documents. Bon, on s'adaptait. L'avantage, c'est que quand tu demandes les cartes de résident, tu la demandes aux renseignements généraux, les RG, et que la personne était là, nous on l'a connue pratiquement pendant 14 ans à Essaouira, et qu'à la fin, il nous disait bon, tu fais les papiers comme d'habitude, et t'inquiète pas, t'as du travail au mois d'août, je te l'apporte directement au restaurant. Et il nous l'apportait au restaurant, voilà. Il me disait t'as autre chose à faire, je sais que t'as autre chose à faire. Donc, c'est l'avantage des petites villes. Voilà, c'est l'avantage des petites villes, et puis, mais il faut savoir que même dans une grande ville, on est surveillé, on est protégé, je dirais. Voilà. Alors on peut le prendre comme au début de la surveillance en se disant ils savent tout ce qu'on fait, mais c'est plutôt de la protection. Ils veulent absolument savoir ce qu'on fait, donc déjà en règle générale. Ça peut paraître, quand on l'explique, les gens ils disent ah bon, mais alors ils savent tout ce que tu fais. Oui, parce que ça fait partie de la culture aussi. Moi, je le sais pour preuve, c'est que j'ai dû repartir à un moment donné en France très rapidement pour le décès de ma maman. J'étais pas arrivée au restaurant, donc j'étais partie une semaine, j'étais pas revenue au restaurant, que les RG venaient me présenter leurs condoléances. Ils savaient quand j'étais partie. Ils savaient, alors que je ne savais pas quand est-ce que j'allais revenir, ils savaient quand j'étais revenue, ils savaient quel bus j'avais pris, parce que j'ai pris un bus local, parce que j'avais pas réussi, je voulais plus vite rentrer à la maison. Et donc ils sont venus me présenter les condoléances, ça faisait pas 1 heure que j'étais revenue. Voilà. Donc voilà. Et quand tu racontes ça, des fois les gens disent oh, mais tu peux rien faire, tu vis ta vie, et puis après, voilà. Et ils sont là pour te protéger, pour savoir ce qui se passe. C'est le fonctionnement marocain. Tu as des moukaddem, c'est des chefs de quartier qui veulent savoir tout sur toi. Alors, ça dépend. À Essaouira, il nous fallait remplir une fiche régulièrement chaque fois que le moukaddem changeait. Donc, on lui remplissait un CV, en gros. Il voulait savoir tout sur nous. On lui donnait avec une photo. Il avait besoin de ça, lui. Donc, il le faisait pour tous les expats. Dans le quartier, on était avec nous, visiblement. Non, il y avait un autre couple aussi, un petit peu plus après. Et voilà, c'était son job de vraiment savoir ça. Donc, c'est sûr, après, tu vis ta vie, tu n'as rien à te reprocher, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, et justement, il t'apprécie pour ça. Le renseignement généraux, on n'a jamais eu de souci pour avoir notre carte de résident. Alors, on a respecté. La première fois, tu l'as pour 1 an. Deuxième fois, on l'a eu pour 1 an encore. Après 2 ans. Après 5 ans. Et après 10 ans. Voilà. Et quand on est revenu ici sur Enzgan, quand moi je me suis installée pour mon cabinet de naturopathie, donc avec un statut là d'auto-entrepreneur, il me fallait ma carte de résident d'ici. Autrement, tu ne peux pas faire ton dossier. Hein. Pour être auto-entrepreneur, il faut avoir la carte de résident de la ville où tu vas déposer ton dossier. On y a été. Une dame charmante nous a reçus. Ça, c'est les grosses évolutions aussi au Maroc. Avant, tu ne voyais pas de femmes dans les administrations. Donc, c'était tout mon mari qui faisait. C'était mieux apprécié quand c'était l'homme qui venait. On le sentait vraiment, vraiment. Et maintenant, tu as plein de femmes dans les administrations. Ça a beaucoup évolué. Dans les banques, de partout, tu as des femmes qui ont pris des métiers. Là, il y a les motards, c'est des femmes. Motards gendarmes, policiers. Et donc là, c'est une femme qui nous reçoit. Elle nous dit toute la liste. Je dis OK. On verra combien de fois on revient. Et après, elle nous dit, on vient de poser le dossier, c'est bon. On se dit avec mon mari, tu vas voir, dans 2 jours, on aura un coup de fil, il va manquer un papier. Eh ben non, du premier coup, on a réussi. Tu avais la carte de séjour sur Agadir. Ouais, sur Enzgan, voilà, ouais. Et vous l'avez refait pour... Alors on l'avait sur Essaouira. Et comme on était aux 5 ans de la moitié de nos 10 ans, en gros, elle nous dit, moi je peux vous la refaire que pour les 5 prochaines années. Donc on la refait sur 5 ans, et après on la refera pour 10 ans, Inch'Allah. Donc voilà, on verra si les règles n'ont pas changé. Et donc là, ça s'est fait, mon mari ayant un statut de retraité, ça s'est fait sur son statut de retraité. Et bien sûr, sa retraite est versée au Maroc, puisque si tu veux puisqu'il est logique, enfin moi ça me paraît logique de faire verser tous tes revenus. Tu vis ici, donc il faut faire vivre l'économie d'ici. Enfin voilà, donc nous, toute la retraite est versée ici. Et donc à cette époque-là, je n'avais pas encore mon statut d'auto-entrepreneur parce qu'il me fallait ma carte
pour avoir mon statut. Donc je lui ai dit, elle m'a dit, est-ce que toi tu as un projet, tu es un peu plus jeune, est-ce que tu as un projet de travail? Je lui ai dit oui, je vais m'installer sûrement auto-entrepreneur. Donc voilà, maintenant de toute façon elle habite pas très loin, je la croise pas, mais elle doit savoir que je suis auto-entrepreneur, il n'y a pas de souci. Et tu as un comptable ou tu fais tout? Ah non, je fais tout moi-même parce que auto-entrepreneur, c'est très simple. Alors pour déposer le dossier, tu t'inscris en ligne, tu choisis ta catégorie donc, dans laquelle tu veux exercer. Donc moi, c'est la catégorie autre activité dans la santé humaine. Je crois que ça doit à peu près quelque chose comme ça. Donc autre activité dans la santé humaine. Tu vas à une poste. Donc moi j'en ai une juste à côté. Iman, directrice très agréable, s'occuper de mon dossier. Et tu déposes ton dossier et avec ta carte de séjour et une photo. Bon, moi, il a été refusé 2 fois. Alors au début, on ne comprenait pas pourquoi. Avec Iman, elle me dit, je ne comprends pas pourquoi, il n'y a pas de raison. Elle me dit, je vais poser la question. L'adresse n'est pas bonne. Ok. Je dis, mais mon adresse, sur mon acte de vente, 203A, quartier Hermel. Elle me dit, on va réessayer, peut-être qu'il y a eu un bug. On réessaye, refusé. Pas grave. Donc, elle me dit, c'est bon, j'ai compris, il faut que tu mettes un numéro de rue. Il faut que tu mettes numéro de rue, le numéro 5 de la rue 203A, quartier Hermel. Je dis, bah oui, mais j'ai pas de numéro de rue. Elle dit, pas grave, on va en choisir un. Je dis, bon. Elle me dit, on prend le 1. Je dis, non, on prend le 5. La Ramsa, ça porte chance. Donc on a mis numéro 5, rue 203A, et c'est passé. Donc voilà. Et après, j'ai appris que je suis finalement le numéro 23, parce qu'il n'y a pas longtemps, ils nous ont mis des numéros. Et donc on est numéro 23. Je n'ai rien changé entre le 5 et le 23, ça ne change pas beaucoup. Donc voilà. Et là, j'ai mon statut d'auto-entrepreneur. Et donc je déclare tous les trimestres mes revenus et je paye une taxe de 0,50% de mes revenus déclarés et je ne dois pas dépasser 200 000 dirhams de chiffre d'affaires. J'en suis là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et donc ça me fait payer ça. Et depuis janvier, donc on déclare ça tous les trimestres comme une TVA en fait. Pour l'instant, c'est la seule taxe que j'ai. Donc je n'ai pas besoin de comptable, je fais ça en ligne. Je paye même en ligne avec ma carte bancaire. Au début, je croyais même qu'il fallait ouvrir un compte bancaire particulier, mais il n'y a pas besoin. Donc je n'ai pas ouvert de compte bancaire particulier, j'ai mon compte. C'est plus facile qu'une société. Voilà, c'est très très facile. Et depuis janvier, je paye 300 dirhams par mois de couverture de sécurité sociale, on appelle la CNSS au Maroc, qui est obligatoire, qui a été mise en place, donc puisqu'ils veulent la couverture pour l'ensemble des personnes qui vivent au Maroc. Alors là, il y a un bug. Il y a un bug. Je paye, mais je ne suis pas couverte pour l'instant. Enfin, je n'ai pas de numéro. Ils sont incapables aujourd'hui d'attribuer un numéro aux expats. Parce que quand ils rentrent dans leur système, notre numéro de carte de résident, elle n'est pas l'équivalent de leur numéro de carte d'identité au Maroc. Et là, ça bug. Donc parce qu'on a une lettre, nous, et eux, ils n'ont que des chiffres, je crois. Donc il doit y avoir un truc comme ça, ou je ne sais plus. Donc là, j'y suis retournée il y a quoi? Il y a 2 mois à la CNSS pour savoir si ça avait évolué. Ils me dit non madame, ça n'a pas évolué. Et il me dit, si tu as des remboursements à faire, tu les mets de côté et on les reprendra après. Donc voilà. Et visiblement, ça ne serait pas que pour les expats. Comme ils ont fait en sorte que tout le monde et tous les gens qui étaient auto-entrepreneurs aient un numéro de CNSS, ils doivent être débordés au niveau du système. Alors je ne sais pas si c'est informatique, je pense que c'est informatique parce qu'humain, ça c'est quelque chose qu'ils savent bien gérer. Tu peux nous parler de ton activité maintenant ici? Alors, de naturopathe et iridologue, donc... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un mystère. Je vais tout expliquer. Alors, je me suis formée en France, j'ai commencé en 2018. J'ai choisi une école qui me permettait de faire à distance, donc une école française. Au Maroc, la naturopathie commence à être enseignée. Mais quand j'avais regardé les écoles de naturopathie, elles étaient enseignées que par des médecins. Alors ça peut avoir des avantages. Moi j'avais envie qu'elles soient enseignées par des naturopathes.
donc c'était mon choix. Et donc j'ai fait cette formation-là à distance. Je l'ai eu en 2 ans. J'ai fait un cursus en 2 ans. Ça m'a pris facile 80% de mon temps. Hein. C'était beaucoup de choses à apprendre. Et puis après, on avait des stages thématiques et j'ai choisi l'iridologie. Donc, alors simplement peut-être pour expliquer un petit peu la naturopathie avant d'expliquer l'iridologie. La naturopathie, c'est un naturopathe, c'est un éducateur de santé. Hein. Donc, on n'est pas médecin, on ne fait pas de diagnostic, on est vraiment là pour essayer de comprendre la cause des maladies et surtout éducateur de santé, essayer de faire en sorte que la personne garde sa bonne santé et surtout reste en bonne santé ou redevienne en santé. Hein, donc, et on utilise des moyens naturels qui peuvent être, comme je dis, j'ai ma grande mallette de naturopathe, où dedans j'ai de l'alimentation, j'ai des plantes bien sûr, j'ai des exercices, et j'ai, en gros c'est l'alimentation, la gestion des émotions, puisque souvent est en relation, et puis les mouvements qu'on peut conseiller, voilà, et après il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre et qu'on peut utiliser. Ce qui est l'avantage, c'est que en fonction de chaque personne qui vient me voir, chaque consultant, ils peuvent venir avec en gros des mêmes symptômes, mais je ne vais pas le traiter de la même façon, parce que ça va dépendre de sa vitalité déjà, de sa santé de base, et ça va dépendre de son environnement professionnel, personnel, et on essaye de s'adapter. Hein, et le message le plus compliqué à faire passer quand tu es naturopathe, c'est de faire comprendre aux gens que plus tôt ils prennent soin de leur santé, et mieux ils vieilliront en santé. Voilà. Et ça c'est compliqué à faire comprendre, et que des fois il faut du temps. Hein, il faut du temps parce que je ne vais pas te dire, après je peux très bien te dire, bon, tu as des migraines, ok, je te donne une huile essentielle, tu n'auras plus de migraine ou tu mets ça. Mais ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi il y a la migraine. Ouais, qu'est-ce qui provoque cette migraine? Est-ce que c'est un problème organique? Est-ce que c'est un problème émotionnel? Est-ce que c'est un problème alimentaire? Il y a plusieurs causes. Et pour ça, j'utilise, moi, quand je reçois la personne la première fois, je passe 1h30, des fois plus. Comme je suis bavarde, il m'est arrivé de passer 3 heures avec une personne pour essayer de comprendre vraiment la personne, hein, parce qu'on est vraiment dans une approche holistique. Donc ce qui est important, c'est de comprendre le fonctionnement de la personne. Et pour ça, j'utilise 2 méthodes. Pour essayer de comprendre la personne, donc j'utilise mon bilan de vitalité, qui est un questionnaire de 11 pages qui me permet de comprendre vraiment la personne et ses habitudes d'hygiène de vie aujourd'hui pour voir comment on peut les faire évoluer. Et l'iridologie. Donc l'iridologie, c'est simple, je prends ma loupe et je regarde dans tes petits neneuils. Et je vais voir plein de choses, plein de signes. C'est magique, c'est beau des yeux en plus. Donc c'est une loupe qui est grossissante, hein, x5, x6. Et une fois qu'on fait l'analyse, qu'est-ce que je vois? Je vois déjà ta vitalité de base. Déjà, je te dis, là, ta vitalité moyenne, tu pourrais faire un procès à tes parents. En gros, c'est ça. Hein. Donc là, bon, je plaisante, mais il y a des personnes qui naissent avec une bonne constitution, avec une vitalité innée qui est bonne, et d'autres non. Donc il faut tenir compte de ça. Donc ça, moi je le vois déjà, c'est des signes qui sont précis dans les yeux. Je vois aussi le système nerveux des organes et des tissus, ce qui me permet de comprendre les forces et les faiblesses de l'organisme. C'est-à-dire, je veux dire, alors toi, tu as plutôt les poumons qui sont forts, donc on va travailler plutôt sur des exercices de respiration, un foie qui rame un peu, parce que de l'hérédité, de la colère, donc voilà, on essaye de comprendre, et je vois un petit peu ça. Je vois aussi le côté émotionnel. Donc, et des fois même avant d'avoir ma loupe, cette semaine j'ai reçu quelqu'un, je l'ai regardé, je lui ai dit, oula, toi tout va à fond. Hein. Donc elle était montée sur pile
et son corps à l'intérieur, il fonctionne pareil. Donc ça veut dire que tu as des diarrhées, tu as dit voilà. Je lui dis déjà, toi, je suis sûre qu'elle me regarde, elle me dit, tu vois d'autres choses. Je lui dis, t'inquiète, je suis pas une sorcière, donc. Mais on voit des signes comme ça qui souvent se trompent pas, et on voit des choses passer, mais aussi on peut prévenir de choses. C'est-à-dire que certains signes à certains endroits, c'est-à-dire que du côté gauche, il y a l'endroit du cœur. Si je vois un signe qui est un peu ouvert, je vais dire tiens, tu as déjà vu un cardiologue? Ça serait bien de faire un bilan, parce que là il peut y avoir une faiblesse, voilà, et on peut prévenir d'arrêt cardiaque. Donc ça peut arriver, et surtout ici, ce qui est important en iridologie, c'est que donc je vois ton terrain, c'est-à-dire ta constitution de base, ton tempérament, et je peux prévenir de terrain prédiabétique. C'est-à-dire que j'ai des personnes que je vois qui me disent non, moi je mange pas sucré, j'ai pas de diabète. Je leur dis bah ouais, t'as pas de diabète parce que tu fais attention, t'as une bonne hygiène de vie, ok. Mais le jour où ça va partir en cacahuète, que tu vas te venger sur du sucre parce qu'au niveau émotionnel t'en as besoin, que tu es une femme et que tu as l'arrêt de tes règles et que tu as la cinquantaine, et voilà, tu peux développer un diabète. Voilà, parce que c'est ton terrain. Voilà, c'est une hérédité entre guillemets, mais c'est ton terrain. Alors tu peux très bien tout faire aujourd'hui pour éviter que ce terrain ne se développe. Donc voilà, donc c'est un outil de prévention et un outil de diagnostic qui pour moi est important et qui est complémentaire à mon analyse. Voilà. Et après j'ai des personnes, des fois au début on se connaît pas, elles me disent pas tout, ça c'est vrai que c'est normal. Puis je le sens, alors quand je fais l'iridologie, je vois certains signes. Je me dis mais t'es sûr que ah oui, je voulais pas te le dire parce que je mange pas très bien en fait. Ah oui, mais si tu manges pas très bien et que tu le sais en plus, raison de plus pour le dire à un naturopathe. Enfin, après le pas très bien, c'est ton jugement à toi. Après tu manges peut-être pas forcément les bons aliments, peut-être pas au bon moment, parce qu'on travaille beaucoup aussi en chrononutrition en naturopathie. Donc on fait attention de manger certaines choses à certains moments. Peut-être que les aliments ne sont pas bien associés. Donc voilà, parce qu'on n'est pas pour des régimes stricts, hein, ça c'est pas notre cœur de métier, loin de là. On est pour essayer de comprendre le fonctionnement du corps et de se dire, voilà, au niveau hormonal ça fonctionne comme ça, tu vas manger telle chose à tel moment et tu vas voir que tu vas te sentir beaucoup mieux. Mais souvent il faut du temps et de la patience. Et on a beau être dans du temps et de la patience, même au Maroc, avec sa santé, des fois on n'a pas trop de patience, quoi. Donc, et on veut que ça aille vite. Et ce qui est important, c'est de faire comprendre aux gens que des fois, il vaut mieux que ça aille doucement, mais sûrement. Et puis des fois, quand on fait des changements alimentaires, et ben, on a plus de symptômes, hein, de troubles de santé, parce que le corps il évolue, il change, il ne comprend plus. Hein. Tu lui donnais sa dose de coca tous les jours, tu lui donnes plus, tu vas te sentir un peu affaibli parce que tu n'as plus ta caféine, t'as plus. Donc voilà, et c'est de faire comprendre ça. Et moi je voulais vraiment le faire et m'installer au Maroc. Ma clientèle, mes consultants sont à 90% marocains. C'est bien. Ouais. Et mon objectif, c'est vraiment de faire comprendre, surtout au niveau alimentaire, je connais très très bien. Je connais bien les habitudes alimentaires. Mais il y a eu un grand changement l'époque avant tout ce qui était industriel et tout ça. Et ouais. Maintenant, ça cause quand même beaucoup de dégâts. Beaucoup les snacks, beaucoup le changement alimentaire. À la campagne, il y a moins de soucis parce que d'une, tu bouges, donc c'est déjà pas mal. T'es actif, tu manges mieux et t'es pas tenté par de la malbouffe, ouais. Ça c'est clair. Et comment tu vois cette évolution? C'est compliqué parce que cette évolution, elle est comme en France. Moi, j'ai vraiment des personnes et des mamans jeunes et j'essaie de leur faire comprendre que plus elles auront des habitudes de vie, plus elles les donneront à leurs enfants et moins il y aura de l'intoxication. Donc voilà. Mais c'est humain hein, d'être attiré par un McDo ou c'est du changement. Hein. Donc c'est vrai que moi je me fais plus plaisir à manger de la sardine grillée. Après les gens en reviennent aussi hein, quand ils ont compris le fonctionnement, quand ils comprennent leur système digestif, quand ils comprennent tout ça. Alors moi je leur explique avec beaucoup d'humour. Hein. Je leur explique comment fonctionne un système digestif. En règle générale, ils s'en rappellent parce que, mais c'est ça, il faut avoir de l'humour et puis que ce soit des choses vraiment concrètes, quoi.
Donc leur expliquer des choses, voilà, comment fonctionne le système digestif. Moi, mon rôle, et en ce moment, j'ai plein de posts sur mon Instagram, j'ai 13 posts en ce moment sur le diabète, et ça va être vraiment, entre guillemets, mon cheval de bataille. Je vais absolument faire comprendre aux gens et surtout aux jeunes mamans, aux jeunes générations, que c'est aujourd'hui que tu dois faire quelques changements alimentaires si tu veux que demain tu sois bien et que tes enfants soient bien aussi, et que tu donnes naissance aussi à des enfants qui aient aussi une bonne santé. Il y a beaucoup de diabète au Maroc. Ouais, première cause de mortalité. Ouais. Une personne sur 5, je crois, mais 50% ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Donc c'est pour ça que l'analyse en naturopathie et l'analyse surtout en iridologie permettent de pouvoir prévenir. Donc le plus tôt tu vas voir un naturopathe, le mieux tu vivras. Oh, ça c'est beau ça. Ça a résonné dans ma tête. Donc voilà, le mieux tu vieilliras en bonne santé. Parce que ce qui est important, c'est de vieillir, mais d'être en bonne santé. Donc voilà. Et tu as eu des beaux changements? Ouais, j'ai eu des changements. Alors mon cabinet est ouvert que depuis 1 an, donc il faut le temps. Il faut le temps de se faire connaître. C'est compliqué. Et j'ai des personnes qui viennent me voir. Donc après, moi, je leur envoie un plan d'hygiène personnalisé. Donc en fait, c'est un document Word qui va de 3 à 7 pages en fonction de la personne et de ce que la personne veut entendre aussi, parce qu'il y a des choses qu'elle peut entendre maintenant, mais d'autres qu'elle entendra plus tard. Il faut y aller par étapes. Et qui, voilà, j'en ai revu cette semaine, et qui au bout d'1 an, elles n'avaient rien fait. Je dis, c'est pas grave, c'est que c'était pas le moment. Et là, on a repris les choses, voilà. Mais non, j'ai des beaux changements, ouais. J'ai des personnes qui ont mis des témoignages sur Internet, qui avaient des problèmes d'eczéma depuis des années qu'on n'en plus. Des personnes qui arrivent et déjà, le fait de pouvoir exprimer certaines choses, certaines émotions, déjà, elles ont une oreille, elles écoutent, elles se sentent mieux. Donc elles ont déjà vidé, parce que ça c'est important aussi au niveau émotionnel. Je ne suis pas psy, mais je suis à l'écoute, et ça c'est important. C'est beaucoup des femmes alors? Oui, 90% de femmes. Ouais. De la région d'Agadir Oui, j'ai des personnes aussi que je suis sur Casa. J'ai des personnes aussi en France, parce que je fais des consultations aussi à distance. Donc là, ils m'envoient les neneuils en photo. Donc c'est compliqué des fois. Alors que dernièrement, j'avais une jeune femme, elle me dit, mon mari est photographe. Parfait, il va pouvoir te prendre les yeux en photo, il va savoir faire. C'est ça qui est compliqué des fois à distance. Parce que moi, ça m'aide bien à comprendre. Et donc là, quand on est à distance, au lieu de faire moi mon questionnaire avec la personne, je lui envoie mon questionnaire, elle le remplit, et souvent elles prennent conscience de leur hygiène de vie en remplissant le questionnaire, donc c'est déjà un grand pas. Donc, et après, on se donne un rendez-vous sur WhatsApp et on échange pendant 1 heure, 1 heure et demie. Donc voilà, ce qui me permet de demander des choses complémentaires. Et les gens ont pris l'habitude depuis le Covid de faire des choses à distance. Je ne suis pas fan parce que j'aime le contact. Je suis bien au Maroc pour ça aussi, c'est qu'on est très tactile, on est très humain et on a besoin de contact, même du tactile, même du voilà. Ça m'arrive de prendre des personnes dans les bras si elles se mettent à pleurer parce qu'elles ont besoin de ça, ça ne me pose pas de problème. Au contraire, et ici on est très tactile, on l'est resté même pendant le Covid, ce qui était bien à mon goût. Voilà, on peut faire des consultations à distance, mais je préfère, et c'est des gens de la région. Ouais. Et donc plutôt des femmes et de tout âge. Voilà. Et comment tu as fait pour te faire connaître et démarrer cette activité? Est-ce que tu partais de zéro? Je partais de zéro, je ne pouvais pas laisser mes flyers, parce que faire des flyers pour dire venez, séance, naturopathie, iridologie, peut-être que ça marcherait, je ne sais pas, j'ai pas essayé. Internet, être présent sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, créer ma page sur Google. J'ai créé mon site internet, alors je le fais moi-même, je me débrouille, c'est pas un gros site, j'ai pas besoin, mais je suis présente. Et puis c'est le bouche à oreille, donc voilà.
Et maintenant YouTube, Inch'Allah, avec beaucoup de vues, donc voilà. Et après, tu fais des rencontres. Et D'autres thérapeutes peut-être? d'autres thérapeutes. La première belle rencontre s'est passée avec Malek, qui est prof de tai chi. Et en fait, on va assez rarement quand même se balader sur la plage. Et un dimanche, début de Ramadan, donc pas cette année, l'année d'avant, je venais d'ouvrir mon cabinet. On se balade sur la plage et on voit des gens faire du tai chi. Oh, du tai chi à Agadir, trop bien! Donc on s'arrête, on va faire du tai chi avec eux sans se poser de questions. Malek nous dit bienvenue. Donc on fait du tai chi, il y avait 4, 5, 6 personnes. Et puis il nous dit c'est mon premier cours et puis peut-être qu'on refera un deuxième cours et peut-être qu'on lancera des cours régulièrement de tai chi. Et donc une des personnes du groupe prend mon numéro de téléphone et elle me dit s'il y a cours la semaine prochaine, je t'envoie un message. Elle m'envoie pas de message, je me suis dit, c'est pas grave. Ça retombe même dimanche, on s'est dit allez, c'était bien, ce dimanche dernier, on était bien sur la plage pendant Ramadan, il n'y a pas grand monde, on marche. Et on voit le club de tai chi. Donc la femme qui devait m'appeler me dit je suis désolée, j'ai pas rentré ton numéro de téléphone correctement, j'ai pas pu t'appeler. Je dis c'est pas grave, on est là. Donc, et là Malek dit on va. Puis je dis mais c'est extraordinaire, on a une chance inouïe. Et Nabil qui est thérapeute, qui est psychothérapeute, il dit tu sais, il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. Et là, c'est parfait. Et donc là, on a commencé nos cours de tai chi, donc avec des gens qui avaient besoin d'un accompagnement naturopathique. Donc j'ai vu des gens qui sont venus me voir. Après, on a rencontré un groupe très intéressant de pranistes. Donc avec les bonnes énergies du prana. Et donc là, on a rencontré d'autres personnes, Fatia, qui est aussi thérapeute, qui fait un peu d'hypnose. Et donc j'ai commencé à rencontrer des thérapeutes que marocains. Ouais, je suis en train de réfléchir. Ouais, ce qui est que des Marocains. Tai chi, il y a une seule personne, André, qui est là. Oh, ça serait intéressant que tu l'interviewes, André. Bon, elle est en France là, mais la prochaine fois. Elle a 35 ans de Maroc, donc qui est pharmacienne. Et beaucoup de gens qui étaient aussi déjà dans le milieu de la santé un petit peu. Donc tu vois, pharmacie, des médecins, et on est très bien accueillis en tant que naturopathe par les médecins ici. Parce qu'on n'est pas du tout en concurrence, loin de là, au contraire, on est complémentaires. Mais en France, les naturopathes, ils n'ont pas la belle vie quand même. Ils se font vite attaquer. On a pu le voir avec plusieurs personnalités qui sont très bien à mon goût et qui ont vraiment beaucoup de soucis. Et donc c'est vrai que les médecins, quand je leur dis que je suis naturopathe iridologue, alors déjà l'iridologie ils ne connaissent pas, donc je leur explique. Je me fais un plaisir de leur expliquer. Et ils sont très ouverts. Ils ont envie de travailler avec toi. Donc voilà, donc moi il m'est arrivé de dire à une personne, voilà, tu as un traitement aujourd'hui, il est complexe, moi je vais te donner des choses complémentaires, mais je veux que ce soit validé par ton médecin. C'est le rôle du naturopathe. Quand la personne elle est fortement médicalisée, ou même médicalisée tout court, il ne faut pas qu'il y ait d'interaction, même si on a fait une formation, on fait attention à certaines choses, on ne veut pas qu'il y ait d'interaction, on ne veut pas qu'il y ait d'interaction avec le traitement actuel. Donc je demande souvent aux médecins, et c'est bien vu. Voilà. Donc en France, c'est plus compliqué. Donc en France, quand j'ai des personnes, je leur dis, tu demandes à ton médecin, s'il dit ça sert à rien, c'est que c'est bon, vas-y. C'est que ça te fera rien. Il dit, allez-y, ça vous fera rien de mal. C'est comme l'homéopathie. C'est pas grave, c'est que ça veut dire qu'il n'y a pas d'interaction, ça peut être qu'un plus, donc vas-y. Donc voilà. Mais c'est compliqué, très compliqué de se faire connaître. Il faut du bouche à oreille, mais j'ai de la patience et ça me laisse du temps libre. Mon mari a une retraite. Petite, parce qu'il a travaillé une grande partie au Maroc, mais ça nous suffit largement pour vivre. On a notre maison, on a un toit, on a à manger tous les jours. Petit à petit, ça va. On voyage. Petit à petit, on va faire des rencontres. Petit à petit, ça va se développer. Ça fait qu'1 an, donc c'est normal. Il faut que le bouche à oreille se fasse. La semaine dernière, étonnamment, j'ai eu pas mal de monde. La semaine prochaine, j'ai des rendez-vous. Ce qui est rare, au Maroc, je ne vais pas leur dire, je ne vais pas faire mon naturopathe overbooké en disant « Alors non, là je peux pas, là je peux pas, là je peux pas » parce qu'il ne viendra pas. Au Maroc, c'est « Je veux venir, ok, demain, pas de problème ».
Voilà. Tu ne prends pas de rendez-vous à l'avance pendant. Quand j'avais fait ma formation en naturopathie, c'était une formation consultation pour apprendre à faire des consultations, il me disait ça ne fait pas forcément sérieux si tu n'as pas de rendez-vous demain ou après-demain. Donc tu dis bah non, là je suis complet. Et si tu fais ça au Maroc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est vraiment la différence. C'est que quand ils ont décidé de venir te voir, ils viennent. Voilà. Mais nous c'est pareil, je prends rendez-vous chez le dentiste. J'appelle Nabil, je dis Nabil, tu peux me prendre? Ouais, tu veux venir quand? Demain ou après-demain? Après-demain, ça me va mieux. Donc, parfois le jour même. ouais, voilà, mais c'est ça. Mais moi, chaque fois, les personnes, je leur dis, bah voilà, je suis libre. Alors, bon, la semaine dernière, c'était un peu compliqué, j'avais plusieurs rendez-vous, ça ne m'était jamais arrivé. Je dis, bah non, là, je peux pas, j'ai un rendez-vous. Donc, mais voilà, l'après-midi, le matin. Et moi, je prends soit un rendez-vous le matin, soit un rendez-vous l'après-midi, pas plus. Ouais. Parce que ça me prend beaucoup d'énergie et je veux donner de moi aussi, si ça fait partie de mon métier. Et je le fais avec passion et amour. Et donc, j'ai pas envie de développer. Je suis pas là pour développer un business et me dire. Et tu vois, j'ai pas de salle d'attente. Je veux pas que les personnes attendent. Je veux quand on soit en rendez-vous, on est ensemble comme maintenant, mais personne d'autre. Et puis, s'il y a un peu de retard, je leur dis, vous pressez pas, on n'est pas à 5 minutes près, hein, donc s'il y a un peu d'avance, je prends en avance, parce qu'il y a aussi des personnes qui arrivent en avance au Maroc, ça existe, oui, ça existe, j'en connais une en particulier, qui arrive tout en avance, et c'est très bien, mais voilà, nos stress, on est là pour prendre le temps, et prendre le temps de redevenir en bonne santé, donc, ou de rester en bonne santé, et ça c'est vraiment mon objectif. Et je pense que ma mission est là pour vraiment faire évoluer certaines choses. Et alors c'est pas prétentieux ce que je dis là, mais ce que je veux dire, c'est que si je suis ici aujourd'hui et maintenant, et que je suis naturopathe iridologue à Insgan, c'est pas le hasard. Et si je suis au Maroc aujourd'hui et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des diabètes et qui après développent d'autres problèmes de santé, c'est que je suis là aussi peut-être pour faire passer un message qu'il peut y avoir une autre approche pour faire de la prévention. Mon rôle étant la prévention. Un médecin aujourd'hui, il n'a pas le temps de faire de la prévention. Il passe 10 minutes, il n'a pas le temps, il a des contraintes. Donc si je suis là, et puis s'il y a d'autres thérapeutes qui veulent venir, c'est avec grand plaisir. Enfin, on n'est pas... Moi je vois, j'ai un moyen pour se faire connaître aussi. Je pense à Ouda. Ouda vient d'ouvrir un magasin bio il y a moins d'1 an sur Agadir, qui s'appelle Nadoussi. Et Ouda est en formation naturopathe. Et normalement, on se voit demain ou après-demain pour définir ensemble un planning pour animer des ateliers. Super. Voilà. Donc, pour faire comprendre un petit peu la naturopathie. Donc, ça va être des ateliers plutôt sur l'alimentation saine, la bonne gestion du sommeil, gestion du stress. Enfin, on va voir avec Ouda. Et elle est naturopathe. Et je lui ai dit, mais attends, si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de quoi que ce soit, moi, je suis contente. Enfin, au début, elle n'osait pas me le dire. Attends, c'est super, Ouda. En plus, on est de naturopathe, en plus, on est de thérapeute, en plus, on aura un message à faire passer et on aidera les personnes à rester en bonne santé. Donc voilà, donc avec Ouda, donc vous verrez, on mettra nos ateliers en place. On va essayer si on peut un par mois. Enfin, je veux voir avec son programme parce qu'elle a un autre métier à côté. Pour l'instant, elle n'est pas que naturopathe, elle n'a pas fini sa formation. Donc voilà, on pourra organiser ça. Donc j'essaye de travailler avec les magasins bio. C'est compliqué, il faut avoir de l'affinité avec la personne. Avec Ouda, c'est passé direct. Jeune femme, dynamique. Marocaine, bon feeling, donc voilà, donc on va essayer de se faire connaître comme ça. Mais c'est compliqué de se faire connaître, mais ça va venir. Ouais, Inch'Allah, ça va venir. Bravo pour ce que tu mets en place, ce que tu fais, ce que tu es. Et je vais mettre le lien vers ton site. Super, merci beaucoup. Pour les gens qui veulent te contacter. Ouais. C'est comme ça le meilleur moyen de... Oui, ouais. Donc après il y a l'Instagram ou le Facebook, mais les deux sont reliés. Donc non, mais merci à toi de faire ces émissions, c'est important. C'est important de faire comprendre. C'est vrai que chacun a son chemin de vie au Maroc, avec ses expériences, avec sa philosophie de vie aussi. Hein. Donc on n'a pas forcément tous la même philosophie de vie. Et puis surtout de faire connaître les thérapeutes
et qui ont envie de développer vraiment certaines choses pour pouvoir aider les personnes au Maroc. On est là, enfin on est au Maroc, on est invité au pays, hein, il ne faut pas l'oublier, on est invité et on est très bien invité. Et c'est vrai que le Maroc, moi je le remercie vraiment de nous inviter, de nous faciliter plein de choses, s'installer, je l'expliquais, ça peut être très facile quoi. Hein. Suffit d'être honnête, ne pas être supérieur. Hein, parce que des fois on peut avoir, voilà, on dit on est français, on sait mieux les choses. Non. Et au contraire, on est là pour apprendre des Marocains. On est vraiment là pour apprendre d'eux et on apprend beaucoup, ils nous apprennent beaucoup. Et moi je remercie vraiment les Marocains de leur accueil. Et mon mari n'est pas là, mais on est vraiment heureux d'être au Maroc. Et, on est vraiment heureux et on a envie de. Aujourd'hui on y est, demain est un autre jour. Mais aujourd'hui, on est bien. La dernière question, je pose souvent ça. Quel conseil tu aurais pour les personnes qui rêvent de vivre au Maroc, qui y pensent beaucoup et qui n'ont pas encore franchi le pas? Qu'est-ce que tu peux leur partager? Alors, si c'est un rêve, déjà, il faut le réaliser. Ça, c'est la première des choses. Autrement, tu vas vivre frustré. Donc, tu tentes. Après, tu sais que tu as des moyens, comme nous on a fait, de pouvoir revenir. Nous, on a pris la décision de tout vendre. On sentait que c'était le bon moment. Mais après, de peut-être pas tous départir. Moi, j'ai vu des personnes qui ont tout vendu d'un coup, même mis toutes leurs économies dans un seul projet. Et ça a été la catastrophe. Donc voilà. Donc de ne pas mettre tout, il faut y aller progressivement, comme nous on l'a fait. Un petit projet, réfléchir à un autre petit projet. Donc déjà, tenter l'aventure, parce qu'ici vous serez bien reçus, ça c'est clair, c'est tenter l'aventure. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En plus de ça, être ouvert à plein de choses, même si tu n'y avais pas pensé. Parce que peut-être que si cette personne-là te le propose, c'est pas un hasard. Donc voilà, d'être ouvert. D'être ouvert, et comme je disais au début, faire confiance, mais avec ses limites. Par rapport à notre expérience, je dirais, faut faire attention où tu vis aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent vu. Ouais, le choix. Le choix. Est-ce que tu es plutôt en ville? Est-ce que tu es plutôt en campagne? Et alors moi j'ai un truc infaillible qui est bien, c'est quand les gens venaient me voir, qui voulaient s'installer à Essaouira, on discutait au restaurant et tout ça, ils venaient boire le thé l'après-midi, on discutait. Et ils me disaient j'hésite entre là et là. Je lui dis écoute, fais un mois là, un mois là, tu prends ta feuille, les plus, les moins, la campagne, la ville. Et après tu vois, tu poses sur un papier. Et rien de plus simple que de poser sur un papier. Quand on est venu ici au Maroc avec Maurice, c'est ce qu'on a fait. Chacun on a pris notre feuille. Chacun on s'est dit, on reste en France, on part au Maroc, et les avantages, les inconvénients. Les inconvénients, voilà. Quelque chose qui est important au début, et c'est vrai que quand tu pars comme ça, tu as des gens qui ne comprennent pas en France. Oh, tu pars, tu t'expatries. Mince. Mais comment tu vis, on va découvrir. Et voilà, c'est que tu as des gens qui vont pas t'aider, qui vont même te donner des freins, donner plein d'arguments. Étonnamment, des gens avec qui tu n'es pas forcément proche vont t'encourager. Ouais, c'est ça. Ça, c'est assez... Ouais. Et donc, quand tu es expatrié, tu vois moins souvent ta famille, donc ça peut être compliqué. On avait les enfants qui étaient partis, un en Amérique du Sud, l'autre à Prague. Donc au moins, on s'est dit ouf, on est tranquille, ils apprécient bien notre expatriation. Et tu as des amis avec qui tu étais plutôt proche et tu ne vas plus avoir de nouvelles parce qu'ils n'ont pas compris ton choix de vie. Ça, il faut l'accepter aussi. Il faut accepter le côté marocain et il faut accepter le côté français. Donc il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à ce que tu as des gens qui te jugent, t'encouragent pas, te disent tu te rends compte, tu as tout en France, ça dépend ce que c'est tout pour toi. Donc voilà, tu as un tout. L'image du Maroc aussi.
l'image du Maroc, c'est arriéré, attends, c'est arriéré, je te promets qu'il n'y a rien d'arriéré au Maroc et que tu vas... la médecine, alors là, la médecine, alors bon, naturopathe, on est un peu moins sensible à ça, mais la médecine, tu vas voir, la médecine, ils ont tous fait leurs études à droite, à gauche, ils sont compétents, et puis ils sont beaucoup plus compétents, et puis tu vas chez un dentiste la première fois, tu dis, oulala, à quoi tu vas t'attendre? Ils ont des appareils que tu n'avais même pas ton dentiste en France, donc... C'est très moderne. ouais, donc voilà. Donc c'est ça, c'est aussi faire attention quand tu pars en conseil des personnes, et après tu te rends compte que ces personnes-là, elles n'étaient pas forcément positives pour toi, parce qu'elles ne t'encouragent pas, parce qu'au contraire, quelqu'un qui a un projet de vie et qui dit, oh, moi c'est mon rêve, bah, encourage-le. Enfin, c'est la moindre des choses. Si en plus c'est ton ami, tu lui mets des freins, alors tu peux le mettre en garde, tu vas dire oui, ta famille va te manquer, tes amis vont te manquer, bah, vous venez nous voir, voilà. Puis après, on ne vit pas à 100%, les enfants, nous on voulait qu'ils aient leur propre vie, enfin, on fait des enfants, c'est pour qu'ils aient leur vie, c'est pour qu'ils volent de leurs propres ailes, on ne veut pas les avoir tous les dimanches, tous les lundis, à la maison, enfin, chacun vit sa vie, enfin, c'est normal, autrement tu les mets dans une cage. Et c'est ça aussi qu'il faut faire attention, c'est vraiment ces personnes-là. Et après tu te rends compte que voilà, elles n'étaient pas forcément positives pour toi, et d'autres vont devenir très positives. Ça fait le tri. Ouais, ça fait le tri. Et ça, c'est ce qui nous a étonnés. Et puis un autre conseil aussi, si tu pars en couple, moi c'était ma plus grosse peur, c'était de travailler avec mon mari. Ouais. J'adore, hein, on va faire 30 ans de vie commune, donc, et je lui avais dit, c'était ma plus grosse peur. Quand tu ne travailles pas ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, faut être carré. Quand tu fais une activité et que tu es en couple, il faut que chacun ait sa tâche. Et voilà, il faut que tu définis, toi tu es plutôt le comptable, toi tu es plutôt le commercial, toi tu es plutôt... même au restaurant, on a travaillé ensemble, puisqu'au début, puis même après, travaillait. Moi j'étais en cuisine, il était au service. Voilà. Et quand on était en pleine bourre, c'était moi le chef d'orchestre, parce que c'était la cuisine qui est chef d'orchestre, ce qui m'allait bien. Donc, mais c'était moi le chef d'orchestre, c'est moi qui disais tac, 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 tac. Et il m'est arrivé plusieurs fois au restaurant, je lui dis, quand je lui criais on est dans le rouge, c'est que on pouvait plus suivre avec Khadija et on allait faire des bêtises et pas suivre. Donc on mettait des petits réservis sur les tables. Toc, toc, toc. On se calme, on calme la machine. Et puis quand j'étais fatiguée un soir, parce qu'on avait des rythmes assez intenses, ou que je voyais que Khadija était fatiguée, je disais on ne prend plus personne. Et on expliquait aux gens, je leur disais non, je suis désolée, là, c'est tard, et on est fatigué, et si on vous reçoit, on va faire des bêtises, ou on va faire un accident. Donc on ne vous reçoit plus. Alors les gens ils te regardent, et ils se disent elle n'est pas bien, elle ne veut pas de clients, elle ne veut pas de... Bah si, mais moi je veux bien vous recevoir. Donc ils réservaient pour le lendemain. Oui, c'est ça, ouais. Et puis je respecte aussi mon personnel. Quand je les voyais qu'ils étaient au bout du rouleau, des fois on se disait, demain on ferme pendant 2 jours. Voilà, on est en fin de saison, au mois d'août, là, cette période-là, on fermait, parce qu'on était au bout du rouleau, on travaillait non-stop. Après, on prenait beaucoup de vacances. Normalement, au Maroc, tu as 3 semaines de vacances. Nous, on aimait bien partir en vacances. Donc, on avait 8 semaines de congés payés, mais c'était 8 semaines pour tout le monde. Mais par contre, quand il y avait des heures en plus, on ne les payait pas forcément, mais on avait 8 semaines de congés payés pour tout le monde. C'était du donnant-donnant. Et là, c'est la différence aussi au Maroc, c'est que tu n'as pas l'inspecteur du travail qui va débouler tout de suite. C'est que tu t'arranges, c'est du bon, enfin, c'est du savoir-vivre, c'est du respect mutuel, et voilà. Donc voilà, donc conseil, tu as au Maroc des conseils, et quand tu pars, il te faut aussi préparer ton départ, c'est-à-dire pas trop te départir de tout, et sauf des mauvais amis. Ça, tu peux te départir des mauvais amis qui vont te décourager. Voilà, mais il faut réaliser son rêve. Le Maroc est un pays fabuleux, et avec un climat extraordinaire. Et puis il faut choisir son pays, sa région, sa ville, et puis on va le sentir au bout d'un moment. C'est ça aussi. Mais il faut se lancer dans l'aventure et faire le premier pas. Et quand on a envie de s'installer, voilà, on s'installe, et après choisir ce qu'on a envie de faire. Il y a plein de choses à faire. Et puis travailler avec des Marocains et vivre avec des Marocains. Autrement, tu t'intégreras pas et tu comprendras pas. C'est important. Et ça, c'est le plus important. Ouais. Ton message du cœur pour terminer, pour ceux qui verront cette vidéo. Mon message du cœur, alors prenez soin de vous tout simplement. Voilà, moi prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de vos proches.
Voilà, c'est mon message que je mets souvent et je trouve que c'est important. Il faut d'abord être bien pour pouvoir avoir envie d'aider sa famille, ses amis. Donc voilà, ça c'est la première des choses. Penser à soi, penser à être bien, en bonne santé, et après on pourra accompagner d'autres personnes. Si tu as envie de t'installer au Maroc pour lancer ton projet pro, j'ai créé une mini-formation pour toi. 7 conseils pratiques pour réussir ton installation au Maroc. Tu recevras un conseil par jour dans ta boîte email durant 7 jours. Clique sur le premier lien en description pour recevoir ton premier conseil dès maintenant.